Odile, le podcast, une production de l'Observatoire francophone des initiatives de lutte contre la désinformation, une collaboration entre l'Organisation internationale de la francophonie et Check First, avec Guillaume Custer et Nelly Pailleux. Odile, le podcast, c'est une série d'entretiens avec celles et ceux qui luttent contre la désinformation dans l'espace francophone. Et pour cet épisode de Odile le podcast, nous avons le plaisir d'accueillir Daniel Lancien et Basile Asti, qui sont tous deux membres actifs de l'association française Captain Fact, une plateforme de fact-checking collaboratif sur des vidéos. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous pour parler de cette initiative Captain Fact. On va peut-être commencer par expliquer ce que c'est et comment elle est née. Captain Fact, c'est une initiative qui a été lancée en avril 2017 par Benjamin Piouf, qui est le développeur principal du projet et qui est encore aujourd'hui membre du conseil d'administration et qui se charge, on va dire, de tous les aspects techniques. C'était né dans un contexte pré-élection présidentielle où, dans lequel Benjamin a fait le constat qu'on avait une multiplication des informations, des déclarations, notamment de responsables politiques, qu'il n'était pas très facile de faire sens de toutes ces déclarations. Et donc lui avait identifié ce besoin, on va dire, de proposer une plateforme qui permette aux citoyens de se réemparer de l'information, d'en débattre de façon factuelle, pour essayer de faire émerger le vrai du faux et, disons, orienter nos différentes actions citoyennes ou politiques. Ça, c'était la genèse. Pendant très longtemps, on est resté une association ou un collectif de faits, sans, disons, structure juridique formelle. En 2018, on s'est rapproché du collectif Démocratie Ouverte et on a été incubé au sein de leur incubateur Système D pendant une période de quelques mois. Et puis, tout ça s'est finalement concrétisé une bonne fois pour toutes à l'automne 2019, quand on s'est structuré en association Loi 1901. Notre but, c'est de diffuser des outils qui permettent la vérification d'informations sur Internet. Et ça se traduit en fait de deux façons. C'est valoriser la vérification citoyenne de l'information, avec un enjeu derrière de réappropriation de l'information et non pas juste de simple consommation. Et puis plus largement, une volonté d'éduquer, de partager quelques bons principes pour éduquer les citoyens au sens large à l'esprit critique. C'est intéressant, dans la chronologie de la création des initiatives de lutte contre la désinformation, il y a souvent des événements marqueurs. Les deux marqueurs les plus récents, évidemment, il y a la pandémie, où on a eu une explosion de ce genre d'initiatives, avec certaines d'ailleurs qui sont mortes très rapidement après, d'autres qui ont continué. Là, vous approchez tout doucement les 5 ans d'existence, parce qu'on arrive à la fin du mandat présidentiel français, donc on devrait à peu près être aligné avec la création de Captain Fact. Il y a un événement qui déclenche une envie d'apporter quelque chose à la communauté. Mais ce qui m'intéresse, c'est qui est derrière et quels sont les profils. On a parlé d'un profil de développeur. Est-ce que vous aviez des profils aussi de journalistes, de gens qui traînaient leur guêpe dans le monde des médias ou pas du tout? Comment est-ce que les créateurs se sont retrouvés? On n'a pas commencé, non, avec de gens qui venaient du milieu du journaliste ou de la presse. Ni finalement avec de spécialistes ou d'universitaires qui fassent référence sur ces questions. Ça partait vraiment d'un constat citoyen, encore une fois fait par Benjamin, que dans ce contexte où on a une hypertrophie, une explosion de l'information, qui finalement n'est plus simplement générée par des médias, mais générée finalement par n'importe quel utilisateur à l'ère d'Internet, on sentait finalement qu'il y avait un espace à occuper, en complément de ce qui peut être fait par des rédactions et notamment tous les différents services de fact-checking qui, depuis 4-5 ans, ont explosé, pour des raisons très simples. C'est que le bon travail que font les services de fact-checking se limite finalement à leur disponibilité en termes de ressources, notamment du nombre de journalistes qui peuvent s'y consacrer. Également est influencé par certains choix éditoriaux, puisque tout n'a pas forcément mérite ou à être vérifié par des rédactions. Et puis simplement, une question de temps. On sait que c'est impossible de finalement tenir le rythme du contenu qui est créé, notamment du contenu sur des plateformes comme YouTube, comme Facebook. On savait que le fact-checking professionnel, finalement, ne peut rester qu'une goutte d'eau dans le cadre de ce paysage informationnel.
Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Guillaume. Si, absolument, c'est que ça part d'une démarche citoyenne, c'est ce que j'entends, et d'une démarche aussi qui va aller étendre la vérification des faits au-delà des simples articles de presse finalement, parce qu'on a cette source d'information, mais un des problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, c'est qu'on a une génération ou une frange de la population, quel que soit son âge d'ailleurs, qui se détourne des médias traditionnels, qui s'informe par d'autres voies, et si je comprends bien, Captain Fact est en capacité de montrer ou de donner de l'information, de la méta-information finalement sur la véracité ou pas d'une publication. On va peut-être rentrer dans le détail de comment ça marche en fait, parce que la première visualisation que j'ai de Captain Fact, c'est une extension pour mon navigateur web. C'est ça la démarche première, c'est comme ça que c'est présenté au public la première fois. Alors, pas seulement. Il y a en fait effectivement Captain Fact aujourd'hui, on a finalement deux produits qui sont liés. Le premier, c'est un site web, on appelle la plateforme pour faire simple, qui est là aussi. Encore une fois, on a une philosophie citoyenne, de collaboration, d'ouverture. Donc finalement, n'importe quel internaute peut venir sur cette plateforme, proposer une vidéo de YouTube, de Facebook, qu'il souhaite soumettre à la vérification parce qu'il juge qu'il y a quelque chose à vérifier. C'est la première étape, donc l'ajout finalement d'un contenu vidéo respectant, disons, certaines règles sur la plateforme. Donc ça, c'est le signalement, c'est comme ça que ça rentre dans la machine. Voilà, c'est comme ça nous, on répertorie du contenu qui a vocation à être vérifié. La seconde étape dans ça, et c'est une étape qui est finalement assez laborieuse aujourd'hui, mais donc dans ce contenu vidéo, il y a un certain nombre d'intervenants qui font un certain nombre de déclarations, dont certaines sont peut-être de l'ordre de l'opinion, mais dont un certain nombre méritent vérification, parce qu'elles avancent des faits qu'elles prétendent sourcer, notamment. Et donc, la seconde étape, finalement, après l'ajout du contenu sur la plateforme, c'est de faire ce travail d'extraction de l'ensemble des propos qui méritent d'être vérifiés. Et ensuite, l'ensemble des utilisateurs inscrits sur Captain Fact peuvent, sur chacun de ces propos, proposer des sources qui infirment ou qui réfutent le propos en question, peuvent également, de façon un peu plus neutre, quand il est difficile de trancher, finalement apporter simplement de la contextualisation. Et donc une fois que ceci a été fait et des sources ont été proposées, parallèle en fait, l'ensemble de la communauté à nouveau évalue l'ensemble de ces sources, confirmation, réfutation, avec un système qui sera assez familier, je pense, pour disons les gens de ma génération, mais finalement un système de vote à la hausse ou à la baisse, similaire à ce qui peut exister sur Reddit. Ce qui permet en fait, en utilisant l'intelligence collective, de faire remonter les contributions sourcées qui sont considérées comme étant de qualité, qui vont donc être proposées ensuite, et c'est ce que tu disais Guillaume, le deuxième bloc finalement de la solution Captain Fact, c'est effectivement une extension navigateur qui va permettre de réinjecter directement ces vérifications collaboratives sur YouTube. Donc ça veut dire en clair, si j'ai l'extension installée dans mon navigateur, que je suis en train de regarder une vidéo sur YouTube, si la vidéo que je suis en train de consulter est passée au travers du processus de Captain Fact, je suis notifié. Exactement. Donc la façon dont ça se traduit, c'est une pastille Captain Fact qui apparaît sur la vidéo YouTube, sur laquelle tu peux cliquer. Oui, et puis après, tu vas avoir des indicateurs quand tu la lis qui te mettent des rouges ou des verts suivant s'il y a des réfutations ou des approbations de ce que dit l'orateur. Donc finalement, vous avez choisi de faire de la validation, de la labellisation de contenu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous êtes focalisé essentiellement sur le contenu vidéo et également sur l'aspect collaboratif de votre travail. Quand vous dites l'ensemble de la communauté Captain Fact vérifie une vidéo, alors je comprends bien en postant des indications dans les commentaires, qu'est-ce que ça signifie? Ça représente combien de personnes? Quand on parle de communauté Captain Fact, c'est-à-dire l'ensemble des utilisateurs qui se prêtent à ce travail d'extraction de citations, de vérification sourcée de citations, etc., on a aujourd'hui environ 7000 utilisateurs sur la plateforme, qui sont des gens qui ont créé un compte sur Captain Fact, dont on peut supposer qu'ils se sont déjà livrés à cet exercice de vérification collaborative de contenu vidéo. À côté de ça, le site attire entre 400 et 900 visiteurs uniques par jour qui viennent prendre connaissance notamment des vérifications ou simplement consommer du contenu vidéo sur Captain Fact. Est-ce que vous trouvez des similitudes avec, j'allais dire, un Wikipédia de la désinformation finalement? Parce qu'il y a un côté très collaboratif avec une sorte d'autogestion où on va aller soumettre des idées et puis on fait le tri pour que le plus vraisemblable, mais pas toujours le plus exact, soit publié. Alors, Wikipédia a toujours été une inspiration, et notamment pour Benjamin, donc, qui était à l'origine du projet Captain Fact. Mais disons, alors l'équipe que Daniel et moi représentons aujourd'hui ne jouons pas tant le rôle d'arbitre qu'il peut exister, je crois, sur Wikipédia par le biais du rôle des éditeurs, je crois qu'il s'appelle comme ça,
qui viennent trancher finalement des débats qui pourraient avoir lieu sur la modification d'une page ou de l'autre. Nous, on espère que ce travail-là peut se faire de façon finalement naturelle par l'intelligence collective, ou en tout cas la collaboration des différents utilisateurs. Et donc, c'est parce que ma contribution, moi, Basile, va être finalement évaluée par 10 ou 12 autres utilisateurs. C'est ce qui va impacter le fait qu'elle ressorte finalement, qu'elle soit mise en avant ou pas. Sur ça, je pense que c'est un peu lié à notre philosophie d'ouverture, de projet qui se veut démocratique, et donc on ne veut pas, disons, jouer le rôle d'arbitre en dernière instance. On le fait bien entendu pour tout ce qui est insultes, provocations, etc. Mais on considère que Captain Fact aujourd'hui est un espace de débat sur des bases factuelles, et donc on pense que le consensus, en tout cas le plus vraisemblable, peut ressortir de cette façon-là. Ce qu'on remarque, c'est qu'on a plutôt finalement la communauté Captain Fact est plutôt un agrégat de communautés qui sont arrivées sur la plateforme pour des raisons différentes, ou disons à partir de centres d'intérêt un peu différents. Typiquement, on a quelques communautés qui sont extrêmement liées aux chaînes YouTube avec lesquelles nous sommes partenaires, qui mettent en avant en fait que leur contenu peut être vérifié sur Captain Fact. Ça représente déjà un certain nombre d'utilisateurs. Et puis après, on a différentes personnes, comme je disais, qui viennent pour des centres d'intérêt différents. Et peut-être au premier rang de tout ça, on va dire, on a tous les milieux zététiques, sceptiques, beaucoup de milieux un peu plus scientifiques, médicaux. Des partenariats donc avec des chaînes YouTube, comme ça vient d'être juste mentionné, des partenariats éventuellement avec d'autres structures existantes, des structures de vérification, des structures de labellisation, où vous travaillez dans votre coin, j'allais dire une communauté de 7000 utilisateurs, est quand même assez visible, mais vous travaillez plutôt dans votre coin. Je sais pas si on travaille dans notre coin. En tout cas, nous, en tant qu'équipe, on va dire, qui s'occupe du projet, on est toujours très intéressé de multiplier, on va dire, les prises de contact avec différentes communautés qui font des choses similaires ou des personnes qui essaient de développer des solutions un peu similaires. Deux exemples comme ça qui me viennent en tête. On a organisé plusieurs fois donc des ateliers de vérification collaborative finalement avec des communautés tierces. Par exemple, la communauté de Aude What the Fake, cette journaliste qui donc fait, je crois, un super travail sur tout ce qui est lutte contre la désinformation et qui a elle aussi une communauté très active. C'est un exemple, c'est quelque chose qu'on va répéter. Et puis, comme je disais, on essaie de trouver des synergies avec différents projets qui font des choses un peu adjacentes à la nôtre. Et notamment, si on parle de partenariat un peu structuré, on est aujourd'hui partenaire d'une extension qui s'appelle 10 mois, qui propose une extension de navigateur qui, là aussi, permet, on va dire, d'augmenter l'information consommée par les internautes sur le web. On mettra en description de ce podcast les liens inhérents à votre initiative. Alors, on a une communauté de 7000, j'allais dire citoyens, on ne sait pas trop comment les qualifier, utilisateurs finalement, vérificateurs, peut-être tous ne sont pas vérificateurs, mais en tout cas 7000 inscrits sur le site. On a un mécanisme de signalement, on va aller faire confiance à la masse en fait, et puis au bon sens collectif, c'est un des principes aussi qui est utilisé dans votre projet. Comment est-ce que vous pouvez être sûr, puisque vous ne faites pas de vérification vous-même, vous laissez la communauté faire, que vous ne vous faites pas troller, parce qu'on sait que les gens sont capables de mobiliser des quantités assez importantes de trolls et de cibler leur action sur quelque chose. Est-ce que vous avez des mécanismes de prévention de ce genre de comportement ? Oui, alors, on s'est fait un petit peu troller, mais à vrai dire, il n'y a pas de vrai mécanisme. Il y a ce qu'on appelle le système de réputation qui fait qu'il faut avoir un certain nombre de points et on va dire, d'historique sur la plateforme, qui fait qu'on peut faire un certain nombre de choses. Maintenant, quelqu'un qui a une réputation faible peut prendre certaines actions, contredire des vérifications sans donner de bonnes sources, etc. Donc là-dessus, il y a un espèce de système de régulation, on va dire, autosuffisant par certains côtés, qui est la partie des autres utilisateurs qui vont dire pourquoi tu réfutes ceci. Enfin, il peut y avoir des discussions assez poussées là-dessus. Par contre, s'il y avait une bande de trolls qui démarre et qui arrive, potentiellement on n'a pas de mécanisme. Alors on a vu sur Hold Up, par exemple, pour donner un bon exemple. Oui, Daniel, on va rappeler que Hold Up, c'est ce documentaire conspirationniste, mais avec une haute qualité technique de production qui a été très largement diffusé en France, où il a recueilli, je crois, plus de 2,5 millions de vues. Ouais. Alors, pour Hold Up, par exemple, on a eu ces gens qui ont débarqué. On va pas appeler trolls, mais on va dire d'avocats de
ce qui était raconté dans Hold Up, qui ont débarqué, qui ont un petit peu floodé avec des désapprobations, des choses qui avaient aucun sens. Mais les gens ont finalement réagi et on a eu juste, on va dire, de la modération à faire. Si on atteint une certaine réputation, on peut avoir de la modération, dire quelqu'un qui dénonce des mauvais propos ou des choses comme ça, eh bien, on va pouvoir le valider en tant que modérateur. Et ça s'est bien passé. Alors, on n'est pas à l'abri de ce genre de choses. Notamment, on a une initiative qui démarre autour des élections présidentielles où il faudra qu'on se pose la question. Mais a priori, le système a bien fonctionné. On a des logs, on a un certain nombre de choses, on est suffisamment actifs. Des gens comme Basile, etc., sont aussi actifs là-dessus pour voir ce qui se passe. Mais c'est de la réactivité, on va dire, à la demi-journée. On n'est pas réactif à la minute, hein, bien sûr. Donc c'est un travail qui est uniquement fait par des bénévoles. Vous êtes constitué en association. C'est un travail qui est quand même titanesque et qui existe depuis 5 ans. On en parlait un petit peu au début. Est-ce que vous avez des sources de financement qui vous aident à développer vos extensions, à fédérer votre communauté et finalement, éventuellement, à rémunérer des gens ? Pendant très longtemps, on a été une association de fait, et donc on s'est majoritairement financé par l'intermédiaire des dons via une plateforme qui s'appelle Open Collective, qui nous servait d'hôte fiscal. L'avantage d'Open Collective, c'est que c'est extrêmement transparent. Je pense peut-être trouver le lien en description, donc vous pouvez voir l'ensemble de nos recettes et de nos dépenses. Aujourd'hui, notre budget est extrêmement limité, il est autour de 1 500 ou 2 000 euros par an. Effectivement, comme le soulignait Nelly, pose un certain nombre de problèmes, particulièrement pour tout ce qui a trait au développement de nouvelles fonctionnalités. Aujourd'hui, on en a un peu parlé, Captain Fact est en fait est positionné sur la vérification de contenu vidéo, ce qui crée un certain nombre de problèmes, et notamment le fait que sur chaque vidéo, en fait, il faut recommencer l'exercice. Il y a une masse de contenu qui est produite chaque jour qui mériterait vérification, mais elle est telle qu'on ne peut pas à la main s'occuper de tout ça. Aujourd'hui, l'axe principal de développement de Captain Fact, et qui a été largement co-construit, suggéré avec la communauté des utilisateurs, c'est de s'orienter vers une vérification par sujet et non plus par contenu vidéo, ce qui permettrait finalement d'avoir une approche un petit peu plus encyclopédique de cette vérification d'informations et qui nous permettrait d'éviter finalement ce processus de répéter à chaque nouveau contenu l'exercice de vérification. Oui, ça veut dire que vous auriez quasiment des équipes au sein de vos collaborateurs qui se spécialiseraient sur un certain type de sujet et que des contenus à vérifier seraient orientés vers ces équipes-là, ce qui garantirait un traitement plus rapide et puis un degré de confiance qui soit plus élevé. Effectivement, c'est une des avantages que ça aurait. Je ne pense pas que ça remplacera complètement la vérification par contenu vidéo, qui peut toujours avoir son mérite. Mais effectivement, ça permettra surtout de pouvoir relier des contenus similaires à une vérification qui existera de façon indépendante des contenus auxquels on peut la rattacher. Ça aide de contextualiser aussi pour le lecteur finalement, parce que ce que vous faites, c'est que vous essayez de donner une image plus large de la formation de la désinformation plutôt que de jouer au jeu où il faut avec un marteau aller taper sur la tête de la taupe qui sort du trou, le whack-a-mole américain. C'est une bonne image. C'est une bonne image. C'est comme ça que ça c'est comme ça aujourd'hui qu'on se sent parfois limité, oui. Ça y ressemble. Mais moi, j'ai envie de savoir, parce que finalement, on en parle depuis tout à l'heure, quels vont être ces sujets ? Vous êtes construit pour l'élection présidentielle d'il y a 5 ans, on a une nouvelle élection présidentielle qui arrive. Est-ce que vous avez un projet qui va dans ce sens-là ? Ou est-ce que ça va être des sujets plus classiques et habituels qu'on a l'habitude de retrouver dans du fact-checking ? Pour la campagne présidentielle, ce qu'on essaye de faire, c'est définir des méthodes pour valoriser et pour aider en fait les équipes de campagne de soumettre quelque chose et que la communauté puisse les vérifier. Tous les autres aspects classiques, on va dire, que ce soit le changement climatique, les vaccins, enfin là, on ouvre le grand domaine, l'économie, etc. Je pense que ça restera ouvert de la façon actuelle tant qu'on n'aura pas fait cette V2. Pour les élections présidentielles, ce qu'on prévoit de faire, c'est plutôt une espèce de visualisation ou de facilité pour les gens pour aller regarder ce qui est relatif à la campagne, plutôt que une autre méthode de fonctionnement. Le développement de cette V2 de Captain Fact, toutes ces fonctionnalités de vérification par sujet, va prendre un certain temps et finalement conditionné à l'obtention d'un financement qui nous permette de pouvoir payer un développeur à plein temps
sur une période, on va dire, de plusieurs mois au moins. Est-ce que vous êtes présent ailleurs qu'en France, voire ailleurs que dans la francophonie ? Bonne question. Donc effectivement, une initiative d'abord française. C'est une initiative d'ailleurs il aurait fallu le mentionner avant, mais c'est une initiative libre ou open source. Donc l'ensemble du code est finalement mis à disposition et peut être reproduit. Grâce à de la traduction qui est effectuée par des contributeurs bénévoles, la plateforme est aujourd'hui disponible dans 4 langues, en anglais, en espagnol et en arabe. Et une petite anecdote, parce que je pense que c'est intéressant, sur le cas de l'arabe par exemple, en début d'année dernière, en fin 2019, on a en fait été contacté par certains milieux disons activistes, citoyens activistes algériens, qui finalement voulaient servir de la plateforme Captain Fact pour vérifier, dans un contexte du Irak, on va dire révolution citoyenne contre la corruption du gouvernement et des élites, voulaient réutiliser cette technologie-là pour vérifier les différentes déclarations de leurs responsables politiques à la télévision publique algérienne. Ce sont ces gens-là qui ont traduit le site en arabe, et puis puisque le projet est open source, ils ont pu aussi mettre en place finalement une instance dédiée à leur communauté de activistes citoyens, etc., qui s'appelait, je crois, à l'époque Algeria Fact. Donc finalement, ils ont pu réutiliser cette technologie pour finalement un cas d'utilisation qui a, je crois, beaucoup de valeur pratique et démocratique. Donc voilà. Aujourd'hui, peut-être pour nuancer, donc aujourd'hui le site web est disponible. Il est clair que avec notre petite équipe bénévole, aujourd'hui, l'angle d'attaque principal, disons, est le développement de la communauté francophone de Captain Fact, que ça soit finalement de grossir le nombre d'utilisateurs, de faire des communications ou de conclure des partenariats avec des créateurs de contenu. Aujourd'hui, on se focalise plutôt sur la France et la francophonie, disons. On vous souhaite de tout cœur d'arriver à grandir encore et peut-être de s'embarquer pour un nouveau mandat présidentiel. Un dernier petit mot, peut-être, si je peux. Bien sûr. On a un fonctionnement extrêmement horizontal, et donc un petit message peut-être éventuellement aux auditeurs de ce podcast. Tous les mardis soirs à 21h sur notre Discord, on a des rendez-vous hebdomadaires ouverts où n'importe qui peut nous rejoindre, poser ses questions, faire ses suggestions, et on traite en général avec les membres de l'équipe qui sont là l'ensemble des attentes finalement des présents. N'hésitez pas à nous rejoindre pour comprendre un peu comment on fonctionne. Merci beaucoup, Daniel et Basile, d'avoir été avec nous. On mettra bien sûr tous les liens dont vous nous avez parlé en description de ce podcast, notamment votre lien GitHub du code de Captain Fact qui est disponible, et également votre site internet captainfact.io. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci à vous, à Checkfirst et à Odile. Merci. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez Odile, le podcast, dans tous vos lecteurs de podcasts favoris. Et le site de l'Observatoire francophone des initiatives de lutte contre la désinformation, c'est odile.org, odil.org, et sur Twitter, @obsdil.